Avant de commencer, si ce type de contenu vous intéresse, vous pouvez soutenir la chaîne en mettant un j'aime et en vous abonnant. Cela permet à ces vidéos d'exister et de continuer. Merci. Partie 1. L'illusion de se connaître. La plupart des êtres humains pensent se connaître. Ils pensent le comprendre pourquoi ils agissent, pourquoi certaines émotions apparaissent et pourquoi ils prennent certaines décisions plutôt que d'autres. Cette impression est forte, elle donne un sentiment de maîtrise, mais elle est souvent trompeuse. La psychologie expérimentale et les neurosciences cognitives montrent que nous avons surtout accès aux résultats de notre activité mentale, rarement à ses causes. Nous pouvons décrire ce que nous avons fait, ce que nous aimons, ce que nous craignons, mais identifier avec précision ce qui a déclenché l'action est beaucoup plus difficile. Dans de nombreuses expériences, on observe qu'une activité cérébrale liée à une décision peut être détectée avant que la personne ne rapporte avoir pris conscience de son choix. Cela ne veut pas dire que la conscience ne sert à rien. Cela signifie que, pour certains choix, une partie du traitement qui prépare l'action commence avant l'expérience subjective de décider. Le cerveau initie. La conscience interprète. Après l'action, le cerveau produit souvent une explication cohérente. Ce processus est appelé rationalisation a posteriori. L'explication paraît évidente et sincère. Pourtant, elle peut être incomplète, parce qu'elle est construite à partir des éléments accessibles à l'introspection, pas à partir de l'ensemble des causes réelles. Un point important est que l'introspection a des angles morts. Des travaux classiques en psychologie cognitive ont montré que, lorsque des personnes doivent expliquer pourquoi elles ont choisi un produit, un jugement ou une option, elles citent de volontiers des raisons logiques, même quand ces raisons ne prédisent pas réellement leur choix. Autrement dit, elles donnent un récit plausible, mais le lien causal est parfois faible. Un mécanisme proche est l'illusion de transparence interne. Beaucoup de gens pensent percevoir clairement leur motivation. Or, quand des chercheurs modifient discrètement le contexte d'une situation, le comportement peut changer, tandis que le récit que la personne donne sur ses raisons reste similaire. La personne ressent une continuité interne alors que le facteur déterminant était externe et non perçu. Le cerveau ne détecte pas toujours les influences invisibles. Il préfère maintenir une histoire stable, parce que l'incertitude coûte cher psychologiquement. Ne pas savoir génère une tension. Trouver une explication réduit cette tension, même si l'explication est partielle. Cela explique un point contre-intuitif. La confiance dans une explication n'est pas une preuve de sa justesse. Elle reflète surtout la cohérence interne du récit. On peut donc être très sûr et pourtant se tromper sur les causes. Concrètement, se sentir sûr de ses motivations ne garantit pas qu'on les comprend. Cela explique aussi pourquoi deux personnes peuvent vivre une situation similaire et en tirer des interprétations opposées tout en restant chacune convaincue de sa lucidité. Il existe même des situations où le cerveau fabrique une explication alors que la vraie cause est indisponible. Dans certains protocoles dits de cécité au choix, des participants choisissent une option, puis on leur présente discrètement l'option opposée comme si c'était leur choix. Une proportion non négligeable ne remarque pas l'échange et justifie ensuite son choix avec des arguments détaillés. Ce résultat illustre que le récit explicatif peut être produit sans accès direct à la cause réelle. On observe aussi des formes de confabulation dans des contextes neurologiques particuliers, par exemple quand certaines informations ne peuvent pas être intégrées normalement. Sans intention de tromper, le cerveau comble les trous avec une histoire cohérente. Ce n'est pas un bug rare, c'est une stratégie générale de construction de sens. Autre point rarement compris, nos émotions peuvent guider une décision avant que nous ayons identifié ce que nous ressentons. Une réaction affective rapide peut orienter l'attention et l'évaluation, puis la conscience étiquette ensuite l'état émotionnel et lui associe une raison. Le ressenti est réel, mais la cause attribuée peut être une reconstruction. Enfin, il faut distinguer deux choses, avoir des valeurs déclarées et prédire son propre comportement réel. Les gens surestiment souvent leur stabilité. Ils imaginent qu'ils réagiront comme d'habitude, alors que de petites variations de contexte changent la réponse. C'est pour cela que l'observation du comportement passé prédit souvent mieux l'action future qu'une description introspective. Ce que cette partie établit est simple. Partie 2. Le besoin de cohérence et la dissonance cognitive. Le cerveau humain ne vise pas d'abord la vérité, il vise la cohérence. Quand une personne perçoit un écart entre ce qu'elle croit, ce qu'elle affirme et ce qu'elle fait, une tension interne apparaît. En psychologie, cette tension est appelée dissonance cognitive. Elle se manifeste par de l'inconfort et une motivation à arranger la situation sur le plan mental. L'objectif n'est pas conscient. C'est un mécanisme automatique de réduction de tension. Il existe 3 voies principales. Première voie, changer le comportement, c'est souvent coûteux. Il faut de l'effort, du contrôle, parfois accepter un coût social ou matériel. Deuxième voie, changer la croyance. C'est souvent moins coûteux que changer une action déjà accomplie. Le cerveau réajuste alors l'évaluation interne. L'individu a l'impression d'avoir revu les choses avec lucidité, pas d'avoir cédé à un mécanisme. Troisième voie, réinterpréter la situation.
On modifie le cadre, on ajoute un détail justificatif, on attribue la cause à des circonstances. On réduit ainsi la contradiction ressentie. Des expériences classiques illustrent ce fonctionnement. Dans des tâches monotones, quand des participants doivent ensuite présenter la tâche comme intéressante, ceux qui reçoivent une faible récompense peuvent ensuite rapporter une évaluation plus positive que ceux qui reçoivent une forte récompense. Une interprétation courante est la suivante. Avec une faible récompense, la justification externe est insuffisante. Pour réduire la dissonance, l'évaluation interne se déplace. Autre observation robuste. Après une décision, la valeur perçue de l'option choisie tend à augmenter, tandis que la valeur perçue des options rejetées tend à diminuer. Ce phénomène, parfois appelé « étalement des alternatives », réduit le regret et stabilise l'action. Ce processus est généralement inconscient. La personne ne se dit pas « je modifie mon jugement pour me sentir mieux ». Elle ressent simplement une conclusion comme évidente. C'est pour cela que la dissonance cognitive est difficile à repérer de l'intérieur. La dissonance aide aussi à comprendre la rigidité des croyances. Une information qui contredit une croyance importante est évaluée avec des critères plus stricts. On cherche des failles, on soupçonne la source, on exige des preuves plus élevées. À l'inverse, une information qui confirme la croyance est acceptée plus vite et questionnée moins. Ce pattern est cohérent avec l'idée que la cognition sert aussi à protéger une cohérence identitaire. Plus une croyance est liée à l'identité, plus la dissonance est forte. Remettre en cause la croyance devient alors une menace pour l'image de soi. C'est une raison majeure pour laquelle des faits solides ne suffisent pas toujours à convaincre. Le coût psychologique d'intégration peut dépasser le bénéfice. Les engagements publics renforcent le phénomène. Si une opinion a été affichée devant d'autres, revenir en arrière crée une dissonance supplémentaire. Le cerveau peut alors durcir la position au lieu de l'assouplir, surtout si le groupe social associé à cette opinion est important. Il existe une conséquence pratique. Pour favoriser un changement durable, il est souvent plus efficace de réduire la menace identitaire que d'augmenter la quantité d'arguments. Quand l'identité se sent moins attaquée, l'information contradictoire est moins coûteuse à intégrer. Conclusion, le cerveau ne fait pas que décider, il consolide, il justifie, il protège la cohérence interne. Dans la prochaine partie, on voit comment le contexte peut parfois dominer la personnalité. Un autre effet documenté concerne la justification de l'effort. Quand une personne investit beaucoup de temps, d'énergie ou de souffrance pour atteindre un résultat, elle a tendance à évaluer ce résultat comme plus précieux. Cela réduit la dissonance entre « j'ai payé cher » et « ce n'était pas si important ». Ce mécanisme peut renforcer l'adhésion à des groupes, des projets ou des achats coûteux. La dissonance peut aussi apparaître après des actes contraires aux valeurs déclarées. Par exemple, lorsqu'on se surprend à faire l'inverse de ce qu'on prône. Dans des paradigmes expérimentaux où l'on amène des participants à reconnaître ce décalage, certains ajustent ensuite leurs attitudes ou leurs intentions pour restaurer une cohérence. Le point clé est que l'inconfort lié au décalage peut devenir un moteur de changement, mais seulement si la personne peut changer sans perdre la face. Enfin, il faut distinguer dissonance et simple mensonge. La dissonance n'exige pas l'intention de tromper. Elle apparaît dès qu'il existe une contradiction perçue entre éléments cognitifs importants. C'est précisément pour cela qu'elle produit des justifications sincères. Garde cette idée pour la suite. Si tu veux prédire un comportement, observe la cohérence que le cerveau doit protéger, pas seulement les arguments qu'une personne affirme. Partie 3. Le contexte plus fort que la personnalité. Beaucoup de gens expliquent leur comportement par leur personnalité. Ils se décrivent comme calmes, prudents, impulsifs, altruistes ou rationnels. Cette manière de se définir est intuitive, mais elle prédit mal ce que les gens font réellement dans des situations concrètes. La psychologie sociale montre que le contexte exerce souvent une influence plus forte que les traits. Autrement dit, le comportement dépend fréquemment davantage de la situation que de l'image de soi. Ce constat est dérangeant, car il contredit l'idée d'un « moi » stable et maître de ses actes, mais il est soutenu par des résultats expérimentaux répétés. De petites variables situationnelles peuvent modifier fortement la conduite. La présence ou l'absence d'un témoin, le sentiment d'être observé, la pression du temps, le niveau de fatigue, le degré d'anonymat, la perception d'une norme implicite. Dans certains cadres, des individus très différents se comportent de manière étonnamment similaire. À l'inverse, une même personne peut réagir de façon opposée selon les circonstances sans avoir l'impression de se contredire. Un facteur central est l'autorité perçue. Quand une consigne semble venir d'une autorité légitime, elle gagne du poids. Le point important n'est pas une obéissance aveugle, permanente, mais une modification de la structure de décision. La responsabilité ressentie peut se déplacer, l'action peut être perçue comme prescrite et le doute moral peut être atténué. Le contexte redéfinit ce qui paraît acceptable et ce qui paraît attendu. Le groupe joue aussi un rôle.
Quand une action est partagée, encadrée ou présentée comme normale, la responsabilité subjective peut diminuer. La diffusion de responsabilité est un effet documenté dans la recherche sur l'aide et l'intervention. Elle n'implique pas l'absence d'empathie. Elle implique que, quand plusieurs personnes sont présentes, chacun peut s'attendre à ce qu'un autre agisse, surtout si la situation est ambiguë. La fatigue cognitive change également le comportement. Quand les ressources mentales baissent, le cerveau s'appuie davantage sur des automatismes, des routines et des heuristiques. Le contrôle inhibiteur diminue. Les choix deviennent plus impulsifs, plus conformes aux signaux immédiats, moins alignés sur des objectifs à long terme. C'est une raison pour laquelle une même personne peut faire de bons choix le matin et des choix plus faibles le soir, à contexte externe similaire. L'anonymat et l'identifiabilité modifient la conformité. Se sentir moins identifiable peut réduire le poids des normes internes et augmenter l'influence des signaux du moment. A l'inverse, se sentir observé, même faiblement, peut augmenter la conformité aux règles et aux attentes sociales. Le cerveau traite l'évaluation sociale comme un paramètre majeur car l'appartenance et la réputation ont une valeur adaptative. Une conséquence pratique est simple. Juger une personne sur un acte isolé peut être trompeur si l'on ignore le contexte. De même, se fier à son autodescription pour prédire sa réaction future est souvent peu fiable. Les individus surestiment la stabilité de leurs réponses et sous-estiment l'impact de détails situationnels. Comprendre cela ne supprime pas la responsabilité individuelle, cela aide à raisonner en système. Comportement, la personne plus situation. Dans la prochaine partie, on verra comment l'économie d'énergie mentale, les habitudes et la récompense immédiate structurent durablement les décisions. Un biais cognitif connu illustre cette erreur d'analyse, l'erreur fondamentale d'attribution. Les observateurs expliquent spontanément le comportement des autres par des traits internes et sous-estiment les contraintes de la situation. Même quand on connaît des éléments contextuels, on tend à leur donner moins de poids qu'ils n'en ont réellement. Cela alimente des jugements moraux rapides, des incompréhensions et des conflits. Le contexte influence aussi via la preuve sociale. Quand une action semble validée par le groupe, elle paraît plus correcte et plus sûre. Dans l'incertitude, les humains utilisent le comportement d'autrui comme information. Ce mécanisme est efficace dans beaucoup de situations, mais il peut conduire à suivre une norme erronée si le groupe se trompe ou si chacun imite chacun. Enfin, il existe un effet subtil. La manière dont une situation est cadrée modifie la réponse. Un même choix présenté comme un gain ou comme une perte ne déclenche pas la même attitude face au risque. La décision dépend alors moins d'une préférence stable que du cadre de description. Cela montre que la cohérence comportementale peut varier sans changement de valeur, simplement parce que l'entrée cognitive n'est pas la même. Retenir cette idée change la stratégie. Pour changer un comportement, on modifie souvent plus efficacement l'environnement, les signaux et les routines que la volonté seule. C'est mesurable. Partie 4. L'énergie mentale, l'effort et la domination des habitudes. Le cerveau humain fonctionne sous une contrainte centrale, l'énergie. Il représente une faible proportion du poids du corps, mais consomme une part disproportionnée des ressources disponibles. Cette contrainte n'est pas théorique. Elle structure profondément la manière dont nous pensons, décidons et agissons. Pour limiter cette dépense, le cerveau cherche en permanence à réduire l'effort cognitif. Il privilégie les solutions rapides, familières et automatisées. Ce n'est pas un défaut moral, c'est une optimisation biologique. Un raisonnement approfondi, une remise en question ou l'apprentissage d'une information nouvelle demandent plus d'énergie que l'application d'un schéma déjà connu. Par conséquent, lorsque cela est possible, le cerveau recycle des réponses existantes plutôt que d'en construire de nouvelles. C'est dans ce cadre que les habitudes prennent une place dominante. Une habitude est un comportement qui, après répétition, nécessite peu de contrôle conscient. Une fois installée, elle permet d'agir avec un coût énergétique minimal. Le cerveau y trouve un avantage clair. Contrairement à une idée répandue, les habitudes ne sont pas simplement des comportements répétés par paresse. Elles sont des solutions efficaces du point de vue du système nerveux. Elles libèrent des ressources pour d'autres tâches jugées plus urgentes ou plus complexes. Le problème apparaît lorsque l'habitude n'est plus adaptée au contexte, mais qu'elle persiste malgré tout. Le cerveau continue de l'utiliser parce qu'elle reste énergétiquement rentable, même si elle est globalement inefficace ou nuisible à long terme. Ce principe explique en partie la rigidité de certaines croyances. Changer d'opinion demande de réorganiser des associations mentales, d'intégrer de nouvelles informations et parfois de reconnaître une erreur passée. Tout cela a un coût cognitif supérieur au maintien de la croyance existante. Ainsi, le cerveau peut rejeter ou minimiser une information correcte, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est coûteuse à intégrer. L'effort requis dépasse le bénéfice perçu. Ce mécanisme est renforcé par la fatigue cognitive. Lorsque les ressources mentales diminuent, par exemple après une journée chargée, le cerveau bascule davantage vers les automatismes. Les décisions deviennent plus rapides, moins nuancées et plus dépendantes des routines existantes.
Dans cet état, le contrôle inhibiteur baisse. Il devient plus difficile de résister à une tentation immédiate ou de maintenir un objectif à long terme. Ce n'est pas une question de motivation consciente, mais de disponibilité des ressources. Des observations cohérentes montrent que la qualité des décisions varie selon le moment, l'état physiologique et la charge mentale. À contexte externe égal, une même personne peut prendre des décisions très différentes selon son niveau de fatigue. Un autre point important concerne la récompense immédiate. Le cerveau est particulièrement sensible au renforcement proche dans le temps. Une action suivie rapidement d'un effet positif est plus facilement consolidée qu'une action dont les bénéfices sont différés. A l'inverse, une conséquence négative lointaine influence peu l'apprentissage. Même si elle est connue intellectuellement, elle pèse moins dans la décision que le signal immédiat. C'est une limite structurelle du système d'apprentissage. Cette asymétrie explique pourquoi de nombreux comportements persistent malgré une connaissance claire de leurs effets à long terme. L'information seule ne suffit pas à contrer un mécanisme d'apprentissage basé sur la proximité temporelle. Les habitudes, l'économie d'effort et la sensibilité au court terme forment donc un ensemble cohérent. Le cerveau cherche à fonctionner efficacement ici et maintenant, pas à optimiser des scénarios abstraits futurs. Comprendre cela change la manière d'aborder le changement de comportement. Miser uniquement sur la volonté ou l'information est souvent insuffisant. Modifier les routines, les déclencheurs et l'environnement immédiat agit directement sur les mécanismes réels du cerveau. Dans la partie suivante, nous verrons comment la peur, les biais cognitifs et l'illusion de contrôle déforment la perception du risque et influencent les décisions, souvent de manière silencieuse mais systématique. Partie 5. La peur, les biais cognitifs et l'illusion de contrôle. Le cerveau humain n'évalue pas le monde de manière neutre. Il filtre l'information à travers des mécanismes adaptatifs anciens, dont l'un des plus puissants est la peur. Du point de vue évolutif, ignorer une menace potentielle était plus coûteux qu'ignorer une opportunité. Cette asymétrie a laissé une trace durable dans le fonctionnement cognitif. Le cerveau accorde davantage de poids aux informations négatives qu'aux positives. Ce phénomène est appelé biais de négativité. Concrètement, une information perçue comme dangereuse capte plus facilement l'attention, est mémorisée plus durablement et influence davantage les décisions qu'une information rassurante équivalente. Une mauvaise nouvelle marque plus qu'une bonne. Une perte potentielle pèse plus qu'un gain du même ordre. Ce biais était adapté dans un environnement instable et dangereux. Dans un environnement moderne, saturé d'informations, il peut produire une perception déformée du risque. Les dangers rares, mais très visibles, sont souvent surestimés, tandis que les risques diffus, lents ou statistiques sont sous-estimés. La peur agit aussi comme un filtre cognitif. Lorsqu'une menace est perçue, le traitement de l'information devient plus rapide mais moins nuancé. Le cerveau privilégie les réponses simples, défensives et immédiates. La tolérance à l'ambiguïté diminue. Les alternatives sont moins explorées. Dans cet état, les biais cognitifs deviennent plus influents. Le biais de confirmation, par exemple, conduit à privilégier les informations qui confirment une inquiétude déjà présente et à négliger celles qui la contredisent. Cela peut renforcer des cercles de peur auto-entretenus. Un autre biais central est l'illusion de contrôle. Les individus ont tendance à surestimer leur capacité à influencer des événements partiellement ou totalement aléatoires. Cette illusion n'est pas anodine. Elle joue un rôle protecteur pour l'estime de soi et le sentiment d'efficacité personnelle. Attribuer ses succès à ses propres qualités et ses échecs à des facteurs externes permet de maintenir une image de soi cohérente et valorisante. Ce pattern d'attribution est largement observé. Il n'est pas systématique, mais il est fréquent. Le problème apparaît lorsque cette illusion fausse l'apprentissage. Si les succès sont toujours attribués à soi, les erreurs peuvent être mal analysées. Les causes réelles peuvent être ignorées. À l'inverse, un échec attribué uniquement à des circonstances extérieures ne fournit pas toujours une information utile pour ajuster le comportement. La peur et l'illusion de contrôle interagissent. Face à une situation perçue comme menaçante, croire que l'on a un certain contrôle peut réduire l'anxiété. Mais ce contrôle perçu peut être largement symbolique. Il apaise sans nécessairement améliorer l'adaptation réelle. Un autre biais, lié au risque, est la tendance à réagir différemment selon que les options sont formulées en termes de gains ou de pertes. À information objective équivalente, les individus prennent plus de risques pour éviter une perte que pour obtenir un gain. La formulation influence la décision autant que le contenu. Ces mécanismes expliquent de pourquoi certaines décisions semblent irrationnelles a posteriori. Elles ne sont pas absurdes du point de vue du système. Elles sont cohérentes avec un cerveau orienté vers la réduction de la menace immédiate et la préservation de l'équilibre psychologique. Il est important de souligner que ces biais ne touchent donc pas seulement les personnes anxieuses ou peu informées. Ils concernent l'ensemble des individus, y compris ceux qui se pensent rationnels.
La connaissance de l'existence d'un biais ne suffit pas toujours à s'en protéger. La peur n'est donc pas seulement une émotion, c'est un organisateur cognitif. Elle modifie l'attention, la mémoire, l'évaluation et la décision. Elle peut être utile pour réagir rapidement. Elle peut aussi conduire à des stratégies excessivement défensives dans des contextes où le danger réel est faible. Comprendre ces mécanismes permet de mieux analyser ses propres réactions face aux risques. Non pas pour supprimer la peur, ce qui est irréaliste, mais pour reconnaître quand elle structure la décision plus que les données objectives. Dans la dernière partie, nous verrons comment l'attention et la mémoire, loin d'être des outils fidèles, limitent encore davantage notre perception du réel et renforcent la certitude subjective, parfois sans fondement solide. Partie 6. Attention, mémoire et illusion de certitude. L'attention humaine est une ressource limitée. Ce point est fondamental, mais souvent sous-estimé. À tout moment, le cerveau reçoit une quantité massive d'informations sensorielles. Il est biologiquement incapable de tout traiter. Il doit sélectionner. Ce processus de sélection n'est pas neutre. Il dépend des attentes, des objectifs immédiats, de l'état émotionnel et du contexte. Ce que l'attention ne sélectionne pas est faiblement traité, voire totalement ignoré. Cela signifie qu'un élément peut être présent, visible, parfois évident, sans être réellement perçu. Cette limite n'est pas marginale, elle est structurelle. Des expériences en psychologie cognitive ont montré que des individus peuvent ne pas remarquer des événements pourtant saillants lorsqu'ils sont concentrés sur une autre tâche. Ce phénomène est appelé cécité attentionnelle. Il montre que la perception n'est pas un enregistrement fidèle du réel, mais une construction filtrée. L'individu a pourtant l'impression de percevoir l'ensemble de la situation. Cette impression est trompeuse, le cerveau comble les zones non traitées par des inférences implicites. Il produit une scène cohérente même si elle est de partielle. La mémoire fonctionne de manière similaire. Contrairement à une idée répandue, la mémoire humaine n'est pas une archive statique. Elle est reconstructive. Chaque rappel est une reconstruction, influencée par le contexte présent, les connaissances actuelles et les attentes. À chaque fois qu'un souvenir est rappelé, il peut être modifié. Des détails sont renforcés, d'autres s'estompent. Des éléments nouveaux peuvent être intégrés sans que l'individu en ait conscience. Avec le temps, le souvenir reflète moins l'événement initial que l'histoire de ses rappels successifs. Un point crucial est que la confiance associée à un souvenir n'est pas un indicateur fiable de sa précision. Une personne peut être très sûre d'un souvenir inexact. La certitude subjective reflète surtout la cohérence interne du souvenir reconstruit, pas sa fidélité objective. Cette dynamique explique pourquoi des témoignages sincères peuvent diverger fortement. Elle explique aussi pourquoi des personnes peuvent défendre des souvenirs erronés sans intention de tromper. Le cerveau privilégie la stabilité narrative. Attention et mémoire interagissent. Ce qui n'a pas été attentivement traité au moment de l'événement est moins solidement encodé. Lors du rappel, le cerveau comble alors davantage les lacunes. Plus l'information initiale est pauvre, plus la reconstruction est importante. Ces limites ont une conséquence majeure. La certitude dépasse souvent la connaissance réelle. Les individus confondent fréquemment le sentiment de comprendre avec la compréhension effective. Une explication simple, fluide et cohérente procure une impression de maîtrise, même si elle est incomplète. Ce biais est renforcé par le fait que le cerveau détecte mal ses propres lacunes. Ne pas savoir que l'on ne sait pas est un état courant. Cela conduit à une surestimation de ses connaissances et de la fiabilité de ses jugements. L'ensemble de ces mécanismes, attention limitée, mémoire reconstructive, comblement automatique, produit une illusion puissante, celle d'une perception complète et d'une compréhension solide du monde. En réalité, la cognition humaine fonctionne avec des fragments. Elle reconstruit en permanence une cohérence à partir d'informations incomplètes. Cela ne signifie pas que le cerveau fonctionne mal. Cela signifie qu'il fonctionne de manière efficace dans des contraintes strictes. La conséquence est simple mais dérangeante. Nos certitudes sont souvent plus solides que nos fondations cognitives. Comprendre ses limites ne rend pas omniscient, mais cela permet de douter au bon endroit. Et en psychologie, reconnaître la limite de ses propres mécanismes est souvent le point de départ le plus fiable pour réduire les erreurs les plus coûteuses. Si cette vidéo vous a été utile, un abonnement est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochaines. D'autres contenus du même type arrivent. À très bientôt.